Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul où je vais vous présenter des achats que j'ai pu faire ces dernières semaines, voire ces derniers mois. J'achète principalement des livres soit d'occasion, soit dans des librairies indépendantes, soit sur internet. Voilà, donc je vais vous présenter plusieurs livres. J'ai acheté notamment pas mal de non-fiction récemment et pas mal de littérature étrangère. Donc je vais commencer d'abord avec la fiction et très rapidement avec de la littérature française. Je vais pas acheter grand chose en littérature française, mais du coup je vais quand même vous les présenter. Donc déjà j'ai acheté deux livres d'Émile Zola, qui est un de mes auteurs préférés. Et je lis en ce moment pas mal de ses romans, et notamment les romans du cycle des Rougon-Macquart. Donc je me suis d'abord procuré La Fortune des Rougon, qui est le premier tome de la série des Rougon-Macquart, que je n'ai pas lu. Alors je ne lis pas les Rougon-Macquart dans l'ordre, parce que je n'ai pas spécialement envie de m'imposer un certain rythme de lecture. Je préfère les lire selon mes envies, mais c'est vrai que je suis pas mal intriguée quand même par le premier, qui pose pas mal les bases voilà, de la famille des Rougon. Donc je pense le lire assez rapidement, histoire de me familiariser davantage avec les Rougon-Macquart. Et le deuxième roman de Zola que je me suis procuré, c'est Thérèse Raquin, qui lui ne fait pas partie en revanche du cycle des Rougon-Macquart, mais dont j'ai entendu énormément de bien, et qui parle, je crois, d'une femme qui chercherait à assassiner son mari. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est un thème que je trouve assez intéressant. Et voilà, je en ai entendu pas mal de bien, donc quand je l'ai vu en librairie, je l'ai pris. Et l'autre titre de littérature française que j'ai acheté, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux, c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu pas mal de ses livres, et La femme gelée, ça fait un certain temps que je le cherche, et je ne le trouvais pas. Donc là, quand je l'ai vu en librairie, je l'ai acheté tout de suite. Euh, je- Comme d'habitude chez Annie Ernaux, ce texte a une dimension autobiographique assez forte. Et je crois cela va parler d'une femme mariée qui se retrouve entre guillemets gelée, c'est-à-dire qui perd une certaine joie de vivre. Je dis ça sans l'avoir lu, donc je sais pas tout à fait si c'est vrai, mais en tout cas j'en ai entendu pas mal de bien, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, en littérature étrangère, j'ai acheté pas mal de livres, des classiques et aussi des contemporains. Donc, j'ai acheté de cet auteur suisse Albert Cohen Solal. Donc, d'Albert Cohen, j'avais lu Belle du Seigneur, qui est un de mes romans préférés. C'est vraiment un livre que je trouve magnifique et que j'avais adoré lire. Donc, j'avais très envie de relire Albert Cohen. J'avoue que le livre de ma mère, ça ne me tente pas des masses. En plus, j'en ai pas entendu que du bien. Donc, je pense qu'il y a certaines choses dans le livre qui pourraient m'agacer. En revanche, Solal, ça a l'air super. Voilà, ça reprend le personnage de Solal, qui est donc un des deux personnages centraux dans Belle du Seigneur. Et j'avoue que du coup, je ne sais pas de quoi ça parle, mais comme j'avais adoré Belle du Seigneur, je me dis que bon, ça ne peut sûrement pas me déplaire. J'ai acheté un recueil de nouvelles de Nikolai Gogol, les nouvelles de Pétersbourg, avec notamment à l'intérieur le journal d'un fou, la perspective Nevsky, pardon, le portrait, le nez, le manteau. Alors, j'ai entendu beaucoup de bien, notamment du journal d'un fou et la perspective Nevsky. J'avais déjà lu le portrait, pas dans ce recueil, mais ça m'avait beaucoup plu. Et Gogol, c'est un auteur russe que je connais pas bien, enfin, je connais même quasiment pas, puisque je n'ai rien lu de lui. J'ai Les âmes mortes dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise. Ça fait peut-être plus d'un an que je me dis qu'il faut que je lise Les âmes mortes, j'ai toujours pas lu, mais voilà. Bon, et comme j'aime beaucoup la littérature russe, j'avais envie de me procurer des textes de cet auteur quand même assez central. Donc voilà, je suis pas forcément une grande fan des nouvelles, parce que c'est pas forcément mon genre préféré. Je trouve que ça laisse souvent sur sa faim, mais parfois je tombe sur des bons recueils. Je trouve que ça permet un peu de varier avec les romans aussi. Voilà, donc pourquoi pas. J'ai également acheté Le journal d'un vieux fou de Tanizaki, parce que j'aimerais bien lire ce texte en rapport avec Le journal d'un fou de Gogol, et aussi avec un troisième livre que j'avais déjà lu, qui est Le journal d'un fou de Luke Shun. Et pourquoi pas faire une vidéo pour
comparer les trois. Enfin, j'aimerais bien voir un petit peu les similitudes, donc j'ai acheté ce livre que j'ai trouvé en occasion. Je crois que là, on va suivre un vieil homme qui tombe amoureux de sa belle-fille. Et cette dernière va profiter, entre guillemets, de l'amour de cet homme pour le dépouiller, entre guillemets. Voilà, mais je pense que lui n'est pas un personnage non plus extrêmement sympathique, donc voilà, ça promet. Donc là, on est plutôt sur un format roman, puisqu'il fait quand même 200 pages. De Tanizaki, j'ai déjà lu Svastika et Éloge de l'ombre, pardon. Et voilà, et ça m'avait plu, enfin j'avais aimé les deux livres. Donc je complète ma collection de textes de Tanizaki. Ensuite j'ai acheté la trilogie du Caire de Naguib Mahfouz, qui est un auteur égyptien. Donc j'ai acheté les 3 tomes. Donc on a Un Passe de Palais qui est le premier, Le Palais du Désir qui est le deuxième, et Le Jardin du Passé qui est le troisième. Naguib Mahfouz, c'est un auteur que je n'ai jamais lu, et qui est souvent présenté comme le Zola du Caire. Donc forcément ça m'intéresse. Je crois qu'on va suivre une famille au Caire, tout simplement, qui assiste à une certaine modernisation de la capitale égyptienne et qui va se retrouver un petit peu coincée entre tradition et modernité. C'est un portrait de la société égyptienne, un petit peu à la Zola du coup, ce qui promet d'être assez intéressant. Voilà, donc j'ai vu les 3 tomes, j'ai pris les 3 tomes, comme ça au moins j'ai tout ce qu'il faut. Naguib Mahfouz, c'est un auteur que j'ai très envie de lire depuis un certain temps, donc je pense peut-être commencer par ça. J'ai La Belle du Caire aussi dans ma bibliothèque, mais cette trilogie me tente énormément. Je termine la fiction avec 3 bons pavés de littérature contemporaine cette fois. Donc le premier, c'est un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates, qui est une autrice américaine contemporaine qui a énormément écrit et dont j'avais lu l'été dernier Nous étions les Moulvanais, que j'avais adoré. Vraiment une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Et elle a sorti récemment donc un livre de martyrs américains qui, je crois, raconte l'assassinat d'un docteur qui pratique des avortements par un extrémiste conservateur américain. Et le livre suit les 2 perspectives. Donc ça a l'air très intéressant. Moi, le thème de l'avortement en littérature, c'est un thème que je trouve très 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 intéressant. D'ailleurs, j'avais fait mon mémoire de M1 dessus. Donc je trouve que c'est vraiment passionnant la manière dont c'est traité généralement. Joyce Carol Oates, je trouve, a une plume assez intéressante, enfin, en tout cas de ce que j'avais lu d'elle, tout en subtilité, tout en finesse, tout en nuance, et je pense qu'on va retrouver ça dans ce texte. Elle avait également fait dans Les Moulvanais, en tout cas, un portrait assez contrasté et intéressant de la société américaine, et c'est généralement ce que je recherche quand je lis de la littérature américaine, le portrait de cette société complètement divisée, et je pense que c'est ce qu'on retrouvera ici, une division de valeurs constantes. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, d'un auteur cubain, j'ai acheté L'homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura, qui raconte ici l'assassinat de Léon Trotsky et la trajectoire de vie de son assassin, ainsi que celle de Trotsky. J'aime beaucoup l'histoire du XXe siècle, de manière générale, notamment l'histoire de l'URSS et l'histoire de la guerre froide et de tout ce qui s'en est suivi. Donc le personnage de Trotsky est, je trouve, un personnage historique assez intéressant, assez, on va dire, nuancé, assez contrasté, enfin un personnage que je trouve vraiment intéressant. Et ce livre m'a tout de suite intriguée, donc je l'ai acheté dès que je l'ai vu. Enfin, c'est une bonne brique hein, qui fait 800 pages, mais c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien également, donc j'ai hâte de le lire, et je crois que l'auteur a fait un vrai travail de documentation historique, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouvera. Évidemment, il y a une grosse part de fiction, mais je pense que c'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur Trotsky et sur, de manière générale, l'URSS et le système de l'URSS à cette époque. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux, donc j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Le troisième et dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est Beau Saint Belfès de Mo Yan. Mo Yan, qui est un auteur chinois, prix Nobel de littérature,
et dont j'avais lu Grenouille, qui était un texte qui évoquait les lois de l'enfant unique en Chine et toutes les conséquences principalement négatives qui s'en sont suivies. Et j'avais adoré, j'avais lu ça l'année dernière, c'était vraiment une super lecture. Et ici, on va davantage suivre, on est toujours dans la Chine du XXe siècle, on va suivre une sorte d'épopée familiale historique qui traverse en fait tout le XXe siècle chinois avec tous les bouleversements historiques qui ont été connus, avec Taïwan, la révolution communiste, le grand bond en avant, enfin tous ces événements historiques. Pareil, l'histoire de la Chine, je trouve que c'est une histoire passionnante, qui est hyper complexe, hyper intéressante. Enfin, de manière générale, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des très très grands pays qui ont eu des bouleversements politiques assez complexes au XXe siècle. Donc je pense que c'est l'occasion d'en apprendre davantage sur la Chine et de me sensibiliser aussi à la littérature chinoise que je ne connais pas très très bien, hormis Yann en fait. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, celui-ci aussi est une grosse brique. Voilà, près de 900 pages. Ensuite, j'ai acheté pas mal récemment de non-fiction et notamment de textes féministes, puisque je lis assez régulièrement des essais qui parlent du féminisme et ça me plaît énormément. Voilà, donc du coup, je me suis procuré pas mal de textes, à la fois des classiques du féminisme et des sorties un petit peu plus récentes. Alors déjà, j'ai acheté 2 textes de Bell Hooks, donc De la marge au centre et Ne suis-je pas une femme. Donc Bell Hooks, c'est une militante afroféministe qui est l'une des pionnières un petit peu de l'afroféminisme et l'une des figures centrales de ce mouvement. Et je crois que ces 2 textes du coup parlent de l'intersection entre le genre, la classe et la race et essayent de réfléchir à ce que peuvent subir les femmes noires et les femmes noires de classe populaire, ce qui donc a l'air très intéressant. Puisque moi j'avais déjà lu des textes d'Angela Davis, mais je n'ai jamais lu Bell Hooks, et je pense que c'est un nom quand même assez incontournable dans le féminisme, donc voilà, c'est toujours intéressant de se nourrir de ce genre de pensée. Ensuite, j'ai acheté un texte de Gisèle Halimi, La cause des femmes précédée du temps des malentendus. Je l'ai surtout acheté, alors je sais pas trop de quoi il parle, mais je l'ai surtout acheté parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Gisèle Halimi et pour les combats qu'elle a menés, notamment pour les femmes. Je trouve que c'était une femme extrêmement inspirante et extrêmement intéressante. Donc, quand j'ai su qu'elle avait écrit des textes, bah forcément je me les suis procurés. Je pense que ça doit être une pensée assez radicale, assez osée, puisque la connaissant, c'était ce qu'elle était. Voilà, je pense que c'est un texte qui, à mon avis, est sans concession et c'est ce que je recherche. Donc voilà. Ensuite, un petit peu moins de féminisme centré sur les femmes, on va dire. Je me suis acheté 2 textes qui parlent plus précisément des masculinités et du rapport aux hommes. Donc d'abord, Le mythe de la virilité, un piège pour les 2 sexes d'Olivia Gazalet, qui est souvent présenté comme un des textes majeurs en ce qui concerne les masculinités, l'analyse de la virilité et la manière dont la société formate les hommes et les enferme dans des carcans virils qui finalement les nuisent, enfin nuisent avant tout aux femmes mais les nuisent également. Et j'ai entendu beaucoup pareil de bien de ce texte. Je pense que c'est assez documenté. C'est ce qui m'intéresse aussi parce que parfois on trouve des textes féministes qui, je trouve, restent beaucoup trop en surface ou finalement nous apportent pas grand chose en termes de théorie pure quand on veut vraiment creuser un sujet. Celui-ci a l'air quand même assez fourni. Voilà, donc je pense que je vais apprendre pas mal de choses. Donc, voilà. Et le deuxième livre, c'est Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui est inspiré du podcast de la même Victoire Tuaillon, qui porte le même titre, qui est un podcast qui se concentre principalement sur les masculinités. Si vous n'avez pas écouté Les couilles sur la table, je vous recommande vivement de le faire. C'est un podcast qui est vraiment très intéressant, avec beaucoup d'invités qui ont des analyses très pertinentes, je trouve. Enfin, moi, j'ai appris pas mal de choses en écoutant ce podcast. Il y a vraiment des épisodes très très intéressants, donc je vous conseille vraiment son écoute.
Et donc comme j'adore le podcast, quand j'ai vu que Victoire Tuaillon avait sorti un texte, je crois que ce n'est pas un texte qui retranscrit exactement ce qui a été dit dans le podcast, mais c'est un texte qui s'inspire du déroulement du podcast. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus abordable que le texte d'Olivia Gazalet. Enfin, en tout cas, je vois la mise en forme a l'air un peu plus pédagogique, peut-être plus vulgarisée, mais comme moi j'adore le podcast, je me suis procuré ce livre. Ensuite, j'ai acheté des textes qui sont sortis un peu plus récemment. Tout d'abord, Le regard féminin d'Iris Bray, qui est une chercheuse, autrice, journaliste féministe, qui travaille notamment sur les femmes dans les séries et dans les films. D'Iris Bray, j'avais déjà lu il y a quelques années Sex and the Series, qui se concentrait davantage sur la sexualité féminine à l'écran. Et c'était très intéressant, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas forcément très connaisseuse de cinéma, de séries un peu plus, mais de cinéma pas tellement. Voilà. Et c'était une analyse que j'avais trouvée intéressante et abordable. Et ici, je crois qu'Iris Bray se concentre davantage sur le female gaze, qu'elle construit en opposition avec le male gaze, qui est donc le regard que les hommes portent sur les femmes, un regard qui contribue à construire l'identité féminine et qui est malheureusement intégré par beaucoup de femmes, ce qui fait qu'elles-mêmes se perçoivent avec un regard masculin. Et ce male gaze est le regard un petit peu dominant dans notre société, et donc c'est un regard qui se retrouve dans énormément de médias, comme par exemple les films et les séries, dont les plus célèbres sont souvent réalisés et écrits par des hommes. Et donc ce male gaze a une forte influence sur nos représentations en tant que femme et en tant qu'homme. Et donc elle va parler plutôt du female gaze, qui est donc le regard féminin, la manière dont les femmes vont porter un regard sur elles-mêmes, un regard qui sera donc potentiellement déconstruit de préjugés sexistes, lesquels sont concomitants au male gaze. Voilà. Donc ça a l'air assez court et assez abordable. Voilà, donc c'est pareil, c'est un livre dont j'ai entendu pas mal de bien. Voilà. Une autre sortie récente, alors cette fois vraiment très récente, puisque je crois que c'est sorti il y a quelques mois, c'est un livre de Léa Lejeune, Féminisme washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. Donc je crois que c'est une enquête, je dis je crois mais c'est une enquête, sur la manière dont les entreprises et les multinationales utilisent le féminisme à des fins commerciales et non pas à des fins de libération ou à des fins politiques, morales, etc. Et comment ce féminisme de façade finalement cache une hypocrisie dans le fonctionnement des entreprises qui vont vendre des produits labellisés féminisme, vont vendre des slogans, vont vendre des accroches d'empowerment et finalement font travailler des femmes, notamment des femmes de pays asiatiques, d'Asie du Sud, dans des conditions déplorables. Et ces entreprises participent également à rendre le féminisme un petit peu mainstream et un petit peu, comment dire, à le résumer à des slogans et non pas à une pensée politique forte, construite, documentée, radicale également, voire révolutionnaire. Et ça contribue, je trouve, à diluer le féminisme finalement en un mouvement de slogans, un mouvement qui promeut la surconsommation sans réelle réflexion politique derrière. Léa Lejeune, je suis un peu son travail depuis quand même pas mal d'années, donc je la trouve assez pertinente et c'est pareil, j'ai entendu pas mal de bien de ce livre et il me tentait beaucoup. Finalement, je termine avec un essai que j'ai vu passer sur la chaîne de Margorito. Je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos. Qui est un essai de Rosemary Lagrave, Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe. Donc là, Rosemary Lagrave va parler donc de son expérience personnelle en tant que femme qui vient d'un milieu rural et d'un milieu absolument pas privilégié, qui va devenir chercheuse et enseignante à l'EHESS et qui va donc subir, entre guillemets, un transfuge de classe, c'est-à-dire qu'elle va passer d'une classe dominée, si vous voulez, à une classe dominante. Et elle va réfléchir à ce que ça a impliqué pour elle et ce qu'implique de manière générale le transfert de classe
dans une perspective donc féministe qui m'intéresse évidemment. Je trouve que le thème de transfert de classe est vraiment un thème hyper intéressant. Enfin, par exemple, je vous parlais d'Annie Ernaux en début de vidéo. Annie Ernaux aussi est une transfuge de classe et elle a écrit énormément sur le transfert d'une classe modeste à une classe supérieure entre guillemets. Et les conséquences que ça a pu avoir sur elle dans sa construction personnelle et aussi dans le déchirement dans lequel elle se trouve en permanence, c'est-à-dire qu'elle se sent à la fois peu acceptée dans sa nouvelle classe sociale et en même temps elle a le sentiment d'avoir trahi sa classe d'origine. Et donc voilà, les transfuges de classe sont un petit peu dans un entre-deux duquel il est parfois difficile de se démêler et de trouver sa place. Je pense que ce livre part de ça. C'est une analyse voilà, qui a l'air assez complète, c'est un bon pavé. J'aime bien la sociologie, donc la perspective sociologique me semble intéressante. Et voilà, Marco Vito l'avait très bien vendu, en tout cas. Ça m'a donné très envie de le lire. Enfin, je termine cette vidéo en vous parlant de textes qui évoquent la Palestine, puisque, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai suivi les événements terribles qui se sont passés à Gaza il y a quelques semaines et qui se passent de manière générale en Palestine depuis bien trop d'années. Et la cause palestinienne est une cause qui m'intéresse et me touche, et je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment renseignée sur cette cause et que je n'avais pas assez lu dessus, et ça m'a donné envie de lire davantage, de me renseigner davantage et aussi de lire des auteurs et des autrices de Palestine pour comprendre, pour lire des témoignages, pour voilà, se nourrir d'informations sur ce sujet et aussi pour leur donner une certaine visibilité, ce qui me semble très important. Voilà. Donc, je me suis acheté plusieurs textes qui parlent de la Palestine. Il y a de la fiction et il y a de la non-fiction. Je vous conseille d'aller regarder le post qu'avait fait Antastasia sur Instagram, où elle conseillait des livres de la Palestine. Et plusieurs de mes achats ont été motivés par ce post, ou ont été inspirés en tout cas. Voilà. Donc d'abord j'ai acheté 3 livres de Mahmoud Darwish, qui est peut-être l'auteur palestinien le plus connu. C'est un poète, alors j'ai déjà un de ses textes dans ma bibliothèque depuis quelques mois, et j'en ai acheté d'autres, donc déjà une anthologie de poésie, puisque Darwish est un poète, et sa poésie parle énormément de la Palestine de manière générale. J'ai acheté ensuite La Palestine comme métaphore, qui est un texte qui regroupe un entretien entre Mahmoud Darwish et une journaliste israélienne, je crois, dans lequel Darwish développe peut-être un peu plus en profondeur sa pensée quant à la Palestine et son rapport avec cette terre. Et enfin, Une mémoire pour l'oubli, qui est un texte qui a été écrit lors de l'attaque des troupes israéliennes à Beyrouth, au Liban, et Darwish était sur les lieux quand l'attaque a eu lieu. Et je crois que c'est un témoignage donc de cette attaque, de la manière dont il l'a vécue, et une mise en perspective avec l'oppression subie par les Palestiniens et les Palestiniennes dont il fait partie. Toujours en fiction, je me suis procuré Poésie de Palestine, qui est une anthologie de textes rassemblés par Tahar Bekri, qui regroupe les textes de 10 poètes de Palestine, ce que dit le résumé. Je trouve que la poésie est sûrement un moyen assez particulier et intéressant de faire connaître les sentiments des Palestiniens de manière générale. C'est sûrement une évocation assez subtile, et surtout c'est l'expression de sentiments beaucoup plus intimes qui sont étalés. Voilà, donc je trouve que c'est un bon moyen peut-être d'être touché et de comprendre ce qui se passe là-bas, même si on ne le vit pas. Enfin, je termine avec 2 petits textes que j'ai achetés aux éditions La Fabrique, qui est une super maison d'édition qui édite des livres de non-fiction. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à leur catalogue, que ce soit sur la Palestine ou sur plein de sujets sociaux. Ils ont vraiment des titres qui sont super intéressants. Et ça coûte pas très cher en plus, puis j'aime bien, je trouve que c'est
jolis, c'est des livres jolis. Voilà. Donc j'ai acheté Programmer le désastre, la politique israélienne à l'œuvre, de Michel Warshawski, pardon, qui explique en fait la manière dont les Israéliens attaquent et visent les Palestiniens depuis des années, depuis des dizaines d'années, et qui explique la manière dont les attaques répétées sont construites, sont préparées, sont organisées. Voilà, donc ça a l'air assez court, assez bien vulgarisé je pense, et en même temps, j'imagine, assez complet. Et le dernier texte, c'est un texte d'Ella Shohat, Le sionisme du point de vue de ses victimes juives, les juifs orientaux en Israël. Donc là, ça se concentre peut-être moins sur les Palestiniens, mais plutôt sur donc les juifs orientaux de Palestine, enfin pas d'origine palestinienne, mais qui a vécu en Palestine et en Israël en tout cas, et qui a souffert, comme beaucoup de juifs orientaux ou de juifs arabes, des discriminations en Israël et du rejet de la part du gouvernement israélien. Donc, je pense que c'est un livre qui apporte une autre perspective sur la situation en Palestine et qui décortique la manière dont le sionisme a en fait détruit à la fois les Palestiniens, mais également des juifs orientaux israéliens au sein de la Palestine, et va déconstruire aussi donc le sionisme comme elle va expliquer le sionisme comme une doctrine coloniale finalement et destructrice. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu, j'espère que certains titres vous auront donné envie de lire les livres en question. Moi en tout cas j'ai hâte de lire tout ça, ça va me prendre un certain temps, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez lu certains de ces textes, ce que vous en avez pensé, et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.